Bonjour, bienvenue dans cette deuxième partie du cours SQL. Cette fois-ci, nous allons nous intéresser à l'instruction vedette de ce langage, le select. Une base de données est composée de tables qui peuvent être vues comme des tableaux de données. Les tables ne sont pas choisies au hasard. Par leur structure et leur construction, elles symbolisent les relations existantes entre les données. Chaque table a un nom et une liste d'attributs qui correspondent au titre des colonnes. Dans une table, on stocke les informations par ligne, que l'on appelle tuples. Chaque tuple contient une information cohérente et considérée comme vraie. Les bases de données sont gérées par des systèmes particuliers que l'on appelle systèmes de gestion de bases de données, SGBD. Ce SGBD permet la description des données et des relations les concernant, l'interrogation de la base, sa mise à jour, le partage et la protection des données de la base. Le langage des SGBD relationnels est le SQL. Le SQL permet donc de créer ces tables, de les modifier, de les supprimer, mais aussi de manipuler les données contenues dans ces tables, à savoir les consulter, les insérer, les modifier et les supprimer. Enfin, le SQL permet aussi de gérer les accès à ces tables en termes de performance et de sécurité, en mettant en place des accès directs à certaines informations ou des restrictions d'accès selon les utilisateurs. Tout ceci est fait grâce aux instructions du SQL que l'on appelle requêtes. Ces requêtes peuvent être exécutées dans le SGBD directement, dans un terminal, soit en ligne de commande, soit par l'exécution d'un fichier regroupant des requêtes. Elles peuvent aussi être embarquées dans un langage de programmation de plus haut niveau, tel que le C, le PHP, le Java. Les requêtes étant exécutées par le SGBD, il faut donc se connecter au SGBD avant de les exécuter, que cela soit en ligne de commande ou embarqué dans un langage hôte. La particularité en SQL, c'est qu'on ne dit pas comment faire, mais on décrit le résultat que l'on veut. Le SGBD se charge alors de faire ce qu'il faut pour y arriver. En attendant de voir la syntaxe de tout cela en détail, dans le polycopier joint, intéressons-nous à la commande emblématique du SQL, le select. La commande select comporte 6 champs, appelés clauses, chacun commençant par un mot-clé spécifique. L'ordre de ces champs est fixé et ne peut être changé. Seuls les 2 premiers sont obligatoires. Les requêtes se terminent toujours par un point-virgule. Les champs sont le select, qui contiendra une liste d'attributs ou d'expressions d'attributs. C'est le résultat que j'attends de ma requête. C'est peut-être des calculs ou juste des valeurs de certains attributs. Le deuxième champ est le from. Il contiendra la table ou les combinaisons de tables à partir desquelles je dois aller chercher les résultats. La combinaison de tables peut être faite avec des jointures conditionnelles ou naturelles. Au final, on peut voir ce champ comme l'ensemble des tuples dans lesquels le SQL va rechercher des tuples solutions. Le troisième champ est le champ where. C'est là que je vais pouvoir exprimer là ou les conditions qui feront que les tuples du champ from sont ou ne sont pas solutions. La condition peut être complexe, composée d'une combinaison logique de conditions. Nous verrons que nous pouvons même retrouver ici des sous-requêtes select. Le quatrième champ est le champ group by. Quand il est utilisé, il introduit un vrai changement de comportement de toute la requête. Sans group by, le select essaye de trouver les tuples du champ from qui vérifient la condition du champ where. Avec un group by, le select ne va plus travailler au niveau du tuple, mais des regroupements de tuples. Il va donc regrouper les tuples selon l'indication du champ group by et renvoyer un résultat pour chaque groupe de tuples, et non plus un résultat pour chaque tuple. Cela a des implications sur également ce que je peux demander dans le champ select. En effet, dans ce champ ne doivent apparaître que des expressions renvoyant une valeur unique pour un groupe de tuples. Nous verrons cela un peu plus tard. Dans ce champ group by, on peut indiquer un ou plusieurs attributs des tables du champ from. S'il y a un seul attribut, cela signifie que la requête doit regrouper les tuples par valeur équivalente de cet attribut. S'il y a plusieurs attributs, le regroupement se fait par valeur équivalente de ces attributs. Que le group by se fasse sur un ou plusieurs attributs
le select ne doit renvoyer qu'une seule valeur par groupe de tuples. Une fonction de groupe, comme par cet exemple. Les fonctions de groupe sont min pour le minimum, sum pour la somme, avg pour la moyenne, count pour le nombre, le compte. On peut associer au group by un cinquième champ, le champ having, qui permet de faire des conditions sur les groupes de tuples que l'on désire garder. Ce champ ne peut donc contenir que des conditions ayant un sens pour un groupe de lignes, donc utilisant des fonctions de groupe ou des attributs ayant servi à faire le regroupement dans le groupe by. Il faut bien voir la différence entre les conditions du champ where et celles du champ having. Dans le champ where, j'indique les conditions que doivent respecter les tuples pour être dans la solution. Ceux-ci sont ensuite regroupés selon le ou les attributs du groupe by, et les groupements de tuples sont alors conservés uniquement s'ils respectent les conditions having. Ces deux champs sont donc bien complémentaires et ne s'excluent nullement. Enfin, le dernier champ possible du select est le order by. Il contient des attributs et peut être suivi d'un mot-clé ask ou desc qui signifie ordonner les résultats selon des valeurs d'attributs indiquées par ordre ascendant ou descendant. Nous voilà à la fin de cette description rapide de la requête select. Je vous recommande la lecture du polycopier joint pour plus de détails sur la syntaxe exacte de cette commande. Je vous propose maintenant de voir quelques exemples caricaturaux de cette commande.